La DMK serait-elle devenue le nouveau CAP 2015 ou le nouveau FRAC? Bonjour, excellente journée dominicale à tous et bienvenue au D12. Dans quelques jours, le Togo va se rappeler l'historique journée du 5 octobre 1990. Le vendredi noir, comme on l'avait baptisé, ouvrait les chemins du Togo vers plus de liberté et de démocratie. Cet anniversaire se retrouve-t-il déjà sur les agendas des Togolais? Les cartons d'invitation sont-ils prêts et distribués? Comment vont-ils marquer cette journée de lancement du Togo nouveau? Le Togo est-il réellement devenu une nouvelle entité? Ce lundi 5 octobre 2020, au 30e anniversaire, les Togolais vont-ils jubiler? Vont-ils pleurer, manifester leur déception, prier pour les martyrs de la démocratie ou se taire comme si cette date n'a jamais existé? Le gouvernement va-t-il le célébrer? L'opposition va-t-elle la commémorer? À la veille, le dimanche, la dynamique Monseigneur Kodjo annonce un meeting à Lomé. Comme en 2010, plus tard, en 2015, une partie de l'opposition continue d'animer la vie politique. Ceci au lendemain d'une nouvelle élection présidentielle. La DMK serait-elle devenue le nouveau FRAC ou le nouveau CAP 2015? On peut être tenté d'établir une similitude. La nouveauté reste ce calme autour du gouvernement. Les Togolais ont sans nul doute pensé découvrir depuis des mois des visages de nouveaux ministres. Ce sont les mêmes qui se sont réunis cette semaine sous la présidence de Fonia Singbe. Un conseil des ministres à Lomé, c'est devenu un événement. On peut même se demander si les restrictions de l'état d'urgence ont touché le palais de la présidence. Au Togo, les conseils des ministres se cachent. L'état d'urgence limite bien sûr les déplacements et les rassemblements. La lassitude, l'anxiété, la nervosité que répand la Covid a-t-elle atteint les ministères? Pas vraiment, puisque le communiqué de la présidence a fini par annoncer la démission du gouvernement. Le général Yak Damhan serait-il reconduit au ministère de la Sécurité? La police et la gendarmerie sont obligés de braver le mauvais temps. Le mauvais temps créé artificiellement à Lomé par les braqueurs munis d'armes de guerre a plongé donc la capitale vers plus de crimes et d'attaques armées de tout genre. Cette semaine, la police a fait une belle prise. Elle a mis la main sur 3 membres d'un réseau présenté comme des auteurs d'une longue série de braquages à Lomé. Les citoyens de Lomé peuvent-ils enfin crier leur soulagement? Les billets de banque des hommes d'affaires et autres commerçants retrouvent-ils ainsi leur sécurité? Aridjanaoué, 2 malfrats incitent à plus de prudence en opérant entre une base militaire et le domicile d'un ancien président de l'Assemblée nationale, la sécurité. Voilà le plus grand défi de l'Afrique de l'Ouest en cette fin d'année. Lomé tente de neutraliser les braquages. Abidjan et Conakry se préparent à limiter les dérapages. Pendant ce temps, Bamako fait du repérage. Le mandat présidentiel agite le microcosme politique ouest-africain. Même le très symbolique Adama Barrow de la Gambie serait tenté par le virus du long règne au pouvoir. Comment comprendre tout cet appétit dévorant? C'est une délégation de la dynamique Monseigneur Kodjo qui est avec nous ce jour. Targon Sambrini, les démocrates socialistes africains et Fulbert Atisso de Togo autrement. Dans 45 minutes, le D12 au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Chers invités, bonjour. Bonjour, Pierre-Mathieu. Comment vous allez? Bien. Le député, c'est la première fois que vous venez ici. Oui. C'est vrai que oui, nos calendriers ne se sont sans doute pas concordés, sinon vous serez déjà passé ici. Mais ma première question, ça porte sur la dynamique. Comment va-t-elle, la dynamique? Fulbert Atisso. Oui, je voudrais d'abord dire un salut à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent en ce dimanche 26 septembre 2020. Chaque fois que je viens ici à l'entame, je salue toujours les auditeurs et les auditrices parce que nous sommes dimanche et c'est une heure de grandes écoutes. Alors, comment va la dynamique? D'abord, je pense que vous ne nous avez pas bien présenté. Vous nous avez présenté au titre de nos formations politiques. Mais il faut préciser que moi, par exemple, je suis président du parti politique Le Togo Autrement, mais coordinateur général de la dynamique Monseigneur Kodjo. Et Targon Sambiri est président du parti DSA et vice-coordinateur de la dynamique Monseigneur Kodjo. Je pense que ces précisions sont importantes. Bon, maintenant, comment va la dynamique Monseigneur Kodjo? La dynamique Monseigneur Kodjo va très bien. Elle se porte comme un charme.
Et elle annonce même un meeting pour le 4 octobre 2020. Le fait même que la dynamique annonce un meeting exprime sa parfaite état de santé. La dynamique se porte bien. Je pose la question parce que il se dit beaucoup de choses autour de cette dynamique cette semaine et il a été annoncé qu'un membre influent et de la dynamique aurait démissionné. Par la suite, cela s'est avéré une fausse alerte. Que s'est-il passé réellement, honorable? Bonjour, il faut également que je dise bonjour à tous les auditeurs. Bonjour mon cher journaliste Thiobé. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Pyramide FM. C'est comme vous l'avez constaté, nous pouvons dire que la dynamique se porte bien comme notre cher Philbert vient de le dire. Et il n'y a pas de problème dans la dynamique. Ce qui veut dire que Pierre Gamessou n'a jamais démissionné de la dynamique. Il est là, c'est une fausse alerte, c'est des gens de mauvaises intentions qui ont propagé la nouvelle. Nous sommes toujours en contact avec Gamessou, qui sait bien qu'il est assis dans la dynamique et il travaille avec la dynamique aujourd'hui et demain il est là. Donc Pierre Gamessou est là avec nous pour toujours et nous travaillons ensemble. Oui, sans doute que cette rumeur ou cette information a été véhiculée parce que Pierre Gamessou, Poda, on ne l'entend plus, on ne le voit plus, on ne sait plus s'il est toujours avec vous. Les autres comme Philbert, comme vous-même, vous intervenez de temps en temps. Où se trouve-t-il actuellement? Il est là à Lomé, au Togo? Oui. Oui. Vous savez que Pierre Gamessou était le coordinateur général de Kodi Togo. Donc il habitait en Occident, notamment aux États-Unis. Alors, sur les dernières périodes, il a voyagé sur les États-Unis pour voir sa famille et il a été pris dans le confinement. Donc il est resté là pendant plusieurs mois, enfin quelques mois. Et puis il y a 10 jours qu'il est rentré au pays. Alors quand moi j'ai appris la rumeur, je l'ai appelé pour dire, mes grands frères, il semble que vous avez quitté la dynamique. Moi je suis coordinateur, vous m'avez envoyé aucune lettre pour me signifier votre démission. Alors il s'en est marré et puis il m'a dit, oui, c'est une rumeur qui est partie du fait que il a écrit un mot sur une plateforme en disant que après la déception que tout le monde a connue et lui-même a connue au regard de tout ce qui s'est passé après le scrutin présidentiel du 22 février 2020, maintenant la vie reprend son cours. Alors les gens ont dû transformer ces mots qu'il a écrits sur une plateforme pour dire que Pierre Gamessou Poudar a démissionné de la dynamique. Il m'a dit qu'il n'a jamais démissionné de la dynamique, auquel cas il nous l'aurait signifié, nous l'aurait dit, mais il est toujours dans la dynamique. Donc Pierre Gamessou est dans la dynamique, monseigneur. Mais il est dans la dynamique, mais en utilisant le mot déception lié à l'élection présidentielle de 2020 et en disant en même temps que la vie continue. Est-ce qu'il ne mettait pas en parenthèse finalement cette élection présidentielle dont vous contestez d'une certaine manière encore les résultats? Oui, il a parlé de déception par rapport à la façon dont les choses se sont passées. Vous savez qu'au sein de la dynamique, nous avons toujours dit que c'est le candidat de la dynamique qui a fait la percée au cours de cette élection. Les résultats ont été transformés. C'est nous, notre point de vue. Alors, il dit déception par rapport à la façon dont les choses se sont passées. Parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on proclame le candidat de la dynamique, Monseigneur Kodro, notamment Dr Gabriel Mensah-Guillaume-Kodjo, comme vainqueur de ce scrutin. Mais à la surprise générale, eh bien, on proclame le candidat sortant, Faure Gnassingbé, comme vainqueur, avec un score qu'il n'a jamais fait depuis 2005, 70,78%. Alors la déception vient de là. Il n'est pas déçu de la dynamique, mais il est déçu de la façon dont le scrutin présidentiel a été géré. C'est ça qu'il a voulu exprimer. Pourquoi les gens ont voulu transformer ça pour dire Pierre Poudar a démissionné? Je crois que ceux qui ont fait ça, leur intention,
c'est de mettre en difficulté la dynamique. Or, aucune difficulté ne nous a atteint, ne nous a étreint. La dynamique se porte comme une guigne. Nous sommes en forme. Quand parler de mauvaises intentions pour mettre en difficulté la dynamique, dans certains milieux, est-ce qu'on ne va pas sourire? Parce que finalement, beaucoup pensent que la dynamique elle-même, elle est en difficulté déjà. Bon, la dynamique en difficulté par rapport à quoi? Sur le fait qu'un certain nombre de promesses qui avaient été faites n'ont pas été réalisées. Beaucoup ont pensé que depuis le 22, peut-être quelques semaines après, peut-être quelques mois après, la dynamique serait au pouvoir. Bien sûr, mais la dynamique pense qu'elle va être au pouvoir. Vous savez, c'est vrai, nous avons dit beaucoup de choses, mais beaucoup de choses se passent aussi au Togo. Et nous pensons que tout cela rime à faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Et la dynamique compte venir, pense que cela va être fait de façon normale. Parce que ce n'est pas ainsi qu'on gère un État, ce n'est pas ainsi que les institutions doivent marcher. Cette façon de faire au Togo est atypique et nous pensons que la dynamique dans la foi, je dis bien dans la foi en Dieu, pense que les choses vont se rétablir d'ici peu. J'espère que nous n'allons pas parler beaucoup de foi aujourd'hui, puisqu'il y a environ 5 semaines, quand la dynamique était venue ici, il était aussi question de foi. D'ailleurs, la question de foi s'est invitée dans le débat politique au Togo de plus en plus avec la matérialisation de cette dynamique, avec aussi la participation de Monseigneur Philippe Fanou-Bodro. Mais quand on vous écoute, on a l'impression que certains tapis dans l'ombre vous veulent du mal. Et à quelle fin en réalité? Non, mais la fin, c'est tout simplement que certains veulent tenir le haut du pavé, c'est-à-dire rester les principales forces politiques du pays. Vous savez que le scrutin présidentiel du 22 février 2020 a donné lieu à une grande redistribution de cartes. Si on veut voir bien les choses aujourd'hui, la principale force politique du pays, c'est la dynamique. Dire les choses ainsi, ce n'est pas exprimer du mépris vis-à-vis des autres. Quand nous prenons les résultats, que nous contestons d'ailleurs, bon, au niveau de l'opposition, les institutions officielles ont dit que la dynamique a 19,46%. Bon, c'est le meilleur score. Mais ce score, nous le contestons en disant que c'est nous qui avons le premier score. Nous avons plus de 70% plus 1. Ou bien même certains disent que le score qu'on a donné au président sortant, c'est plutôt le score de la dynamique. Alors, je pense que au sein de l'opposition, nous sommes des partis, nous voulons tous l'alternance, si tant est que tout le monde veut l'alternance, mais il y a quand même une concurrence, nous sommes des concurrents. Et si vous me demandez à quelle fin certains véhiculeraient de mauvaises intentions vis-à-vis de la dynamique ou à l'endroit de la dynamique, ben, je dirais tout simplement que nous sommes des concurrents et certains veulent pas qu'il y ait une autre force politique qui émerge, mais ils veulent garder la situation qui existait depuis quelques années. C'est vrai que quand on vous écoute, on peut être tenté de se poser ou bien de se demander où est-ce que vous vous situez véritablement, si vous êtes au pouvoir ou si vous êtes dans l'opposition, parce que au vu de vos déclarations depuis la fermeture des bureaux de vote, vous avez dit que vous avez gagné, que vous aurez le pouvoir bientôt, et là, le temps est en train de jouer contre vous. Finalement, vous êtes où? À l'heure actuelle, nous disons que nous sommes un mouvement politique majeur au sein de la vie politique, qui revendique sa victoire à une élection. Victoire qui a été spoliée à la dynamique. Alors, par rapport à donc la dynamique, avec le peuple togolais, pour que la vérité des urnes puisse être faite. Et nous sommes certains
que cela va venir. Ouais, la question de foi toujours. Oui. Oui. Quand on vous invite, on ne peut pas se passer de vous poser des questions sur la présence ou non dans le pays ou ailleurs en Afrique ou on ne sait pas où, d'un certain nombre d'acteurs majeurs de votre structure, notamment Monseigneur Philippe Fanko-Podro. Je vous ai demandé comment est-ce qu'il allait. Ça fait quand même quelques semaines. Je ne sais pas si entre-temps la situation a évolué. Comment va-t-il? Il va toujours bien, comme je l'ai dit la dernière fois. Il s'est montré sur une image la dernière fois. Je pense qu'une image a circulé. Tout le monde l'a vu en très bonne santé. Et Monseigneur se porte très bien. Il continue de diriger la dynamique, de donner des consignes. Et la dynamique a même souhaité qu'il soit présent au meeting du 4. Et nous sommes en train de travailler pour voir si Monseigneur peut être présent lui-même au meeting que nous organisons à Baguida le 4 octobre. Comme ça, les gens vont le voir en chair et en os pour savoir qu'il est encore là pour longtemps et qu'il demeure le parrain de la dynamique. Il donne les consignes et il porte ce que la dynamique appelle la foi sur laquelle toute notre action politique repose. Certains ont tenté à un certain moment de faire la comparaison avec l'imam Dicko au niveau du Mali. Est-ce que c'est la même dimension? Est-ce que c'est des personnalités qu'on peut comparer? Non. La dimension de Monseigneur Podro est plus importante que celle de l'imam Dicko. Parce que l'imam Mahmoud Dicko, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et c'est vrai qu'il a conduit le M5 à libérer le Mali de la gestion calamiteuse de Ibeka. Mais à une certaine époque, jusqu'à ce qu'il en vienne à faire cette prouesse-là la dernière fois, on le qualifiait d'imam radical. Il était taxé même d'être proche des djihadistes. Donc l'imam Dicko n'est pas tellement une personnalité de grande dimension au Mali. Au contraire, celui qui avait une grande dimension que je pourrais comparer à Monseigneur Podro, c'est le shérif de Nioro. Le shérif de Nioro, vous savez qu'il est considéré aujourd'hui comme le seul descendant identifié du prophète qui vit. Et moi, je me souviens qu'en 2013, c'est le shérif de Nioro qui a appelé à voter pour Ibeka. C'est lui qui a fait venir Ibeka au pouvoir. Alors que Ibeka était challengé par beaucoup d'acteurs politiques qui étaient plus importants. Dans sa voix que compter. lui. La voix du shérif de Nioro a vraiment compté. Vous savez que dans ces pays-là, la religion est très prégnante et la religion a beaucoup d'influence dans la vie politique. Alors, si vous voulez comparer l'imam Dicko, parce que finalement, il a réussi à amener le Mali à la libération, à Monseigneur Philippe Fanko-Podro, qui déjà en 90 était à la conférence nationale souveraine. Il a dirigé la conférence nationale souveraine. Je ne sais pas où est-ce que l'imam Dicko était à cette époque-là. Alors, Monseigneur Podro a peut-être la malchance d'être dans un pays où tout est cloisonné, où la dictature est plus forte et plus féroce. C'est pour ça que tout le travail qu'il a fait, à tout le moins à partir du 22 février 2020, vous savez que si on a voté pour le candidat de la dynamique, Monseigneur Podro, c'est en partie grâce à Monseigneur Podro. Nous ne le nions pas et tout le monde le dit. Mais c'est vrai que c'est ajouté au travail et à la personnalité de Monseigneur Podro, le travail que les structures de la dynamique ont fait. Mais je peux vous dire que Monseigneur Podro est une personnalité religieuse de grande dimension. Mais une personnalité clivante aussi, puisque un certain nombre d'acteurs politiques lui reprochent des sorties qui, pour certains, n'ont pas été vraiment très calculées. Oui, vous savez que Monseigneur Podro est un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a pour vocation de prêcher la morale, de prêcher les bons comportements. On ne peut pas non plus nier qu'au sein de notre vie politique, depuis 30 ans, beaucoup de choses ne fonctionnent pas bien. Il y a des comportements qui connaissent des écarts.
il y a des comportements qui ne riment pas toujours avec la morale. Et Monseigneur Podro, en tant qu'homme religieux, dont la propension est de véhiculer la morale chrétienne, a pris le courage de dénoncer ces mauvais comportements qui existent au sein de l'opposition. Et moi, je ne lui reproche rien par rapport à ça. Alors, il est clivé parce qu'il a dit, j'ai un certain âge, bientôt Dieu va me rappeler, je ne peux pas laisser mon pays dans cet état et partir. Il a fait comme Siméon dans la Bible, qui était vieux, mais qui a dit, je veux voir le Messie qu'on a promis dans l'Ancien Testament. Et finalement, il a vécu pour vivre ce Messie, pour voir ce Messie. C'est ça, Monseigneur Podro. Monseigneur Podro, c'est une personnalité qui, à un moment donné, a dit, je prends mon bâton de pèlerin pour aider l'opposition à réaliser son objectif de toujours, l'alternance. Pourquoi tout le monde ne l'a pas suivi? Pourquoi certains ont refusé de le suivre? Nous avons... Est-ce que tout le monde était obligé? Normalement, tout le monde sait qu'au sein de l'opposition, il y avait des difficultés. On était sorti très affaibli de la C14. Et c'est au vu de ces difficultés que nous avons nous-mêmes à nous entendre, à nous accorder, à nous rassembler et à faire en sorte que nos comportements riment avec la morale chrétienne. Parce que si nous n'avons pas un comportement assez judicieux, il est évident que notre lutte ne peut pas être portée par ce que nous appelons la foi divine. Dieu merci. Est-ce que quelque part, Monseigneur Philippe Fankou Podro n'a pas manqué de sagesse? Moi, je crois que Monseigneur Fankou Podro est un symbole pour nous. C'est une figure emblématique au Togo. Pourquoi? Parce que personne n'a encore essayé au Togo ici de faire comme lui. Il a appelé au rassemblement. Et puis c'est un homme de Dieu. Et moi je crois que, comme tel, il ne faut pas que les gens prennent ces appels à l'ordre comme des injures. C'est vrai. Il a dit clairement que la corruption est un frein, au sein de l'opposition est un frein à la démocratie togolaise, mais tout comme il n'a pas adressé à une personne spécifique, il a dit dans l'ensemble, mais il nous appartient de nous redresser et de voir que si ça ne marche pas, quelque part il a raison. Donc, moi je pense que c'est un moralisateur bien sensé et qui a vu des difficultés, et c'est un cri de détresse quand il dénonce certaines choses. Ce n'est pas une façon de nous dénigrer. Et je pense que les gens devraient le comprendre de cette façon-là. Bien, merci. Philbert a dit tantôt, Philbert Artiste a dit tantôt que si tout se passait bien, il serait ou il sera présent à votre prochain meeting. Justement, on parle d'un meeting qui va avoir lieu dimanche prochain à Lomé. Ça va se passer où? Et ça va se passer comment? C'est à Badida que nous projetons faire le meeting, à côté du CG à Vepozo. Et nous comptons vraiment mobiliser tout Lomé pour vraiment parler et dire ce que le peuple togolais a à faire pour l'avènement de la démocratie. En fait, quand vous dites ça, je suis surpris pour l'avènement de la démocratie. Ça fait quand même 30 ans qu'on essaie la démocratie. Ça fait quand même peut-être des dizaines de manifestations qui ont été organisées déjà au Togo. Si c'est maintenant que les Togolais doivent se mobiliser pour cette démocratie-là, en fait, je suis un peu surpris là. Non. Pourquoi vous êtes surpris? Ah oui, mais je suis surpris. Vous êtes surpris, vous n'auriez pas dû l'être parce que ça fait 30 ans que nous avons amorcé ce que nous appelons le processus de démocratisation. C'est un processus. Donc le processus, il n'a pas d'aboutissement en tant que tel. Mais il y a quand même des éléments qui fondent le système démocratique. Vous savez que depuis 30 ans que nous sommes
en processus de démocratisation, nous n'avons pas connu d'alternance. Il n'y a pas eu de changement de régime. C'est un seul parti politique qui dirige le pays depuis que nous avons amorcé le processus. Donnez-nous l'exemple d'un seul pays qui est dans ce cas-là en Afrique de l'Ouest. Il n'en existe pas. Alors ça veut dire que le processus de démocratisation au Togo n'a pas abouti. Ou en tout cas, il ne s'est pas soldé par la mise en place de certains éléments essentiels qui fondent le système démocratique. Nous n'avons pas connu d'alternance depuis 30 ans. Et c'est pour ça que nous sommes toujours dans ce que nous appelons la lutte politique, pour faire en sorte qu'au moins le régime puisse changer de main. Le personnel politique qui dirige le pays depuis 30 ans, et même bien avant, depuis 63, puisse changer. Ça aurait dû l'être le 22 février 2020, mais le régime a affiché le même comportement qu'il affiche depuis toujours. Eh bien, la lutte continue. Et vous savez que la date symbole de ce début du processus qui n'a pas été octroyée, mais qui a été arrachée, c'est le 5 octobre. Et c'est ce 5 octobre-là que nous voulons célébrer. Donc, c'est votre célébration du 5 octobre qui... La date anniversaire. Nous célébrons la date anniversaire de ce début du processus de démocratisation. Ça nous permet aussi de voir le recul qu'il y a eu, les maigres acquis que nous avons connus au Togo. Et nous avons choisi Baguéda aussi à dessein, parce que Baguéda, c'est le fief de la contestation. D'abord, c'est une grande ville qu'on a oubliée. Vous savez que les autorités togolaises ne savent pas mettre en valeur les villes, ne savent pas mettre en valeur même le Togo, aller à la plage, aller dans les endroits fantastiques que Dame Nature nous a donnés. On ne sait pas les mettre en valeur. Baguéda a été une capitale, la capitale du Togo à un moment donné. Donc c'est une cité historique importante, le fief de la contestation du régime, et nous entendons organiser... Un des fiefs. Oui, un des fiefs, absolument. Je suis d'accord, je concède. Et nous entendons organiser ce meeting là-bas, et les gens nous attendent là-bas. Nous allons faire en sorte que les gens marchent de Lomé jusqu'à Baguéda pour venir assister à ce meeting. Comme ça s'est passé avant l'indépendance, où un gouverneur avait empêché le train qui va à Ného, alors que le CUT tenait un meeting à Ného. Les gens ont marché à pied jusqu'à Aného. Est-ce que les temps n'ont pas changé? Est-ce que les Togolais n'ont pas assez marché? Est-ce que les Togolais n'ont pas assez suivi de meetings au Togo avec les réveils qu'il y a? Est-ce que vous pensez que dimanche prochain, vous aurez du monde là-bas? Dimanche prochain, nous allons faire le plein du stade que nous avons choisi. Et même nous sommes en train de penser que le stade que nous avons choisi serait exigu pour rassembler le monde que nous attendons. Vous avez dit que les temps ont changé, peut-être, mais la DMK est venue aujourd'hui. La DMK, si vous voulez la comparer avec une structure, c'est peut-être avec le CUT. La capacité de résistance que nous avons démontrée jusqu'à présent. Non, mais en fait, est-ce que vous ne vous exagérez pas? Pourquoi nous exagérons? Non, mais en fait, quand vous comparez la DMK au CUT, est-ce que c'est pas... La percée que nous avons fait à cette élection, qui l'eût cru? Non, mais en fait, qui l'eût cru? Mais quand vous parlez de percée, oui, vous avez dû souligner un certain nombre de paramètres qui ont permis cette percée. Vous avez parlé de Monseigneur Poduro, vous avez parlé d'un certain nombre de partis politiques qui se sont mis du côté du candidat Guillaume Kodjo pour faire environ 20% officiellement. Et donc, quand vous parlez de percée, vous faites une comparaison avec le CUT qui avait lutté pour avoir l'indépendance. Et je pense quand même que vous exagérez un peu. Non, je parce qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre de situations que le Togo a connues. On a connu l'époque du FRAC, on a connu l'époque du CAP 2015, on a connu même le PNP avec toutes les mobilisations qu'on a eues. Faites cette comparaison en oubliant les autres, je crois que vous exagérez. Je fais la comparaison en me disant que la DMK exprime un symbole, la dimension
national d'une personnalité. C'était le cas avec le culte, Sylvanus Olympio. Mais si c'est quelle personnalité? Pas Augustine. Voilà. Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo. C'est ça la personnalité. Non, mais en fait, est-ce que vous pensez qu'il est, Oui. il est comparable à Sylvanus Olympio? Oui, oui, en termes de ce que De Gaulle appelait, j'ai eu une idée de la France. Il a eu une certaine idée de la France, le général De Gaulle. Monseigneur Kodjo a eu une certaine idée du Togo. Sylvanus Olympio avait eu une certaine idée du Togo. Mais en fait, ces deux personnalités ne sont pas seules. Il y a d'autres Togolais qui ont aussi une certaine idée du Togo. Et sur le registre de ces personnalités, il y en a plein. Moi, je voudrais simplement je récuse l'analogie que vous faites entre la DMK et certaines structures qui avaient existé, que je respecte, pour le travail qu'ils avaient fait dans le passé, avec la capacité de mobilisation qu'elles ont démontrée. Mais la personnalité, la droite en France, le général de Gaulle, la gauche, Jean Jaurès, la DMK, Monseigneur Kodjo. Est-ce que ce n'est pas de la littérature que vous faites? Pourquoi c'est de la littérature? Je ne fais pas de la littérature. C'est vous qui avez comparé. Et je récuse la comparaison. Non, mais en fait, je ne fais pas. Oui, c'est des questions que je posais. Oui, c'est pour ça, moi, je vous dis mon sentiment en disant que vous pouvez nous comparer avec le culte parce que ce parti politique historique avait été porté par une personnalité historique. Aujourd'hui, la personnalité historique qui porte la dynamique, c'est Monseigneur. Nos partis n'auraient pas pu faire grand-chose sans Monseigneur. Mais on a compris. Bon, les structures que vous avez citées, quelles étaient les personnalités historiques qui les portaient? Les populations étaient déterminées, les populations ont suivi ces structures-là. C'est pour ça que la comparaison ne s'y est pas. Dimanche, vous serez à Vepozo. J'avoue que je ne connais pas ce stade. Déjà, j'avoue que je ne connais pas ce stade. Oui, c'est vrai, vous ne connaissez pas le stade. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Non, les gens connaissent. Les gens connaissent ce stade. Et pas plus tard que hier, nous étions dans tous ces quartiers-là, Baguida, à Vepozo, à Damavo, Betchogbe, Tamani, Pogan, à Godeke, pour faire de la sensibilisation. Nous avons fait de la sensibilisation. Et nous ferons cette sensibilisation toute la semaine. Et ce meeting-là est un défi pour nous. Parce que les gens disent, la DMK, jusqu'à présent, elle prétend avoir gagné les élections, mais elle n'arrive pas à mettre les gens dans la rue, elle n'arrive pas à mobiliser. Nous voulons démontrer le dimanche prochain que nous avons des capacités de mobilisation. Oui, mais ça vise à quoi? Que de mettre des gens dans la rue? Si on se réfère à l'histoire récente du Togo, des structures avant vous ont mis des gens dans la rue. Sur des années, après une élection présidentielle, ça n'a rien donné. Mettre des gens dans la rue n'est pas une finalité politique, c'est un moyen pour arriver à la finalité. Nous voulons déjà commencer à mettre en œuvre les moyens pour arriver à la finalité. Quand on fait de la politique, il faut mobiliser. Il faut informer les gens. Il faut expliquer des choses. Nous avons envie de rassembler les populations de Lomé. Je vous précise que nous avons des points focaux dans les 13 communes de Lomé, les représentations de la DMK. Tous seront à Baguida avec leur personnel. Et l'idée, c'est de les mobiliser, de leur expliquer la situation politique. Récemment, le Premier ministre a donné sa lettre de démission. Vous parlez de quel Premier ministre? Le Premier ministre sortant. Oui, mais en fait, je pose la question, parce que oui. c'est qu'on a notre Premier ministre qui s'appelle Najombe aussi. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que, mais en fait, oui. Ah oui, c'est ça. Oui, je n'ai pas fait la précision. Non, je suis d'accord avec vous. Alors, je parle du Premier ministre, du mais il faut que les choses soient claires. Oui, il faut que les choses soient claires, parce qu'il y a un Premier ministre en cache un autre. C'est ça. Bon, le Premier ministre, c'est l'homme Classou, dont on a entendu à plusieurs reprises qu'il a démissionné, et après on nous dit c'est un fake. Il n'a jamais démissionné, il est toujours là, a remis sa démission la dernière fois. Alors, toutes les difficultés que nous voyons aujourd'hui du côté du pouvoir,
il y a des difficultés évidentes. Non, on reviendra sur les difficultés. Revenons au meeting, Philbert Tissot. Vous savez que le monde traverse un moment difficile et que des rassemblements sont limités dans plein de pays. Vous voulez organiser un meeting et vous attendez du monde. Vous dites même que vous attendez du monde à partir du centre-ville de Lomé. Est-ce que vous avez déjà rempli les formalités? Est-ce que vous donnez des chances que ce rassemblement-là va avoir lieu? Bien sûr. Nous avons déposé un courrier au niveau du ministère de l'administration territoriale. Nous supposons qu'il y a une administration qui existe et nous avons déposé un courrier pour signifier, pour informer le ministre de la tenue de ce meeting. Nous avons pris en compte les dispositions pour vraiment mettre en place des mesures barrières. Et c'est pourquoi nous avons choisi ce terrain assez vaste. Il y aura à utiliser des gels alcooliques et autres pour vraiment permettre que ce meeting se passe dans un grand respect des mesures barrières. Oui. Mais est-ce que c'est pas compliqué que de vouloir faire une démonstration populaire et en même temps allier cela aux mesures barrières qui, par exemple, vous forcent à espacer les participants? Est-ce que c'est pas compliqué finalement? Non, ce n'est pas compliqué. Vous savez, depuis le 22 février, que notre victoire, après le 22 février, notre victoire a été spoliée, la dynamique, le meeting en fait, ce n'est pas la finalité, comme l'a dit mon collègue Philbert. Vous savez que sur le plan diplomatique, nous menons des démarches. Nous avons mené beaucoup de choses et nous avançons, nous pensons que nous avançons étape par étape. Et nous pensons que le meeting là ne sera pas une finalité pour dire que c'est à partir de là que nous allons retrouver notre victoire spoliée. Il y a beaucoup de choses qui vont venir. Et ce meeting, c'est juste un meeting d'explication et de sensibilisation. Quand même pour informer la population de ce qui se passe au sein de la dynamique et ce que la dynamique projette faire. Bref, exposer sa vision. Je voudrais ajouter à ce que l'honorable Targon vient de dire que justement la Covid-19, vous savez que les grands bastions de contamination de ces maladies, c'est l'Europe et les États-Unis, c'est la Chine, c'est l'Inde. Mais ces pays n'ont jamais cessé de fonctionner. Moi, je suis étonné que en Europe, les États accordent le droit de manifester à des communautés étrangères. Les Togolais, les Maliens, les Guinéens se sont rassemblés en France, en Allemagne, en Belgique. Il y a quelques semaines, Mais la situation a dégradé depuis quelques jours. Oui, mais la situation a dégradé. Elle était déjà dégradée suffisamment. Mais on ne peut pas empêcher les gens de se rassembler. Nous sommes des partis politiques. Alors pourquoi nous sommes des partis politiques? C'est pour mener des activités. La Covid-19, nous sommes appelés à vivre avec. Ça peut encore durer. Non, ça c'est votre option. Comme le sida a duré. Oui, en fait, ça c'est votre lecture des choses. Oui, mais est-ce qu'à cause de Covid-19, on va nous empêcher de faire un meeting en tant que formation politique? Si on le fait, c'est de la provocation. Si on le fait, c'est qu'on veut tout interdire dans le pays. Mais comment comprenez-vous comment comprenez-vous, par exemple, l'état d'urgence qui a été récemment prononcé? Oui, c'est un alibi pour empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde. Nous sommes contre la prorogation de cet état d'urgence. Moi, je ne comprends pas. Voilà un État qui ne se soucie pas de ses populations. Il n'y a pas d'hôpitaux pour que les gens se soignent. Il n'y a pas d'assurance maladie pour les gens. Les jeunes n'ont pas de travail. Et puis du coup, il y a une pandémie qui arrive. L'État togolais devient le grand sauveur des populations, celui qui pense aux populations. On met les policiers partout, au carrefour, au feu tricolore des rues, tout ça. On vous arrête, on dit vous n'avez pas mis de cache-nez, etc. Mais les populations étaient en train de souffrir depuis longtemps, les gens mouraient depuis longtemps. Pourquoi subitement ce regain d'intérêt pour la vie des gens?
alors qu'on s'en fout généralement de la vie. Mais en fait, ce que vous appelez le regain d'intérêt, oui. est-ce que ce n'est pas partout sur la planète? Même dans les pays les plus difficiles, les gouvernements prennent des mesures pour... Ici, ça n'existait jamais. Mais comment vous dites ça? Oui, mais écoutez, où sont les hôpitaux pour que les gens aillent se soigner? Oui, mais en fait, vous n'avez pas un hôpital à Berne. Est-ce qu'il y a mais en fait, vous venez de assurances Berne, vous n'avez pas un hôpital à Berne? L'hôpital de Berne, oui, mais est-ce que ce n'est pas un hôpital? Ce mouroir-là? Oui, mais c'est comme ça que vous le désignez. Mais est-ce que ce n'est pas un centre de santé, un centre de soins? Non, ce n'est pas ça un centre de soins. Ce n'est pas dans les normes standards. Alors, je dis, pourquoi ce regain d'intérêt subit pour les populations qu'on a laissées à l'abandon pendant 50 ans? On ne se soucie pas de ces populations et puis du coup, on devient bien voilà celui qui sauve. On proroge l'état d'urgence. Quelles auraient été les attitudes qui seraient les vôtres si éventuellement, au soir du 22 février, on proclamait votre dynamique vainqueur de cette élection avec la survenue de la pandémie? Quelles auraient été les grandes lignes de vos décisions? Nous l'avons dit, c'est la refondation de l'État. Nous allons refonder l'État, organiser un gouvernement de transition et puis plonger le pays dans une grande réflexion pour réécrire une nouvelle constitution qui soit adaptée à notre pays. Est-ce que vous ne pensez pas que vous serez contre la COVID, pas la COVID? Oui, bien sûr. Bien sûr, la COVID est un événement fortuit qui est là et nous serions capables de gérer la pandémie mieux que la pagaille qui est faite aujourd'hui, où on prend prétexte, on prend la Libye sur la pandémie pour empêcher toutes les activités susceptibles de mettre le régime en difficulté. Pourquoi on veut interdire les manifestations alors que dans les pays de grande contamination, de grande propagation du virus, on autorise les gens à manifester. Nous pensons que notre meeting doit être autorisé. Autrement, ce serait perçu comme de la provocation. Nous venons de passer 45 minutes avec nos invités. Ce sont les représentants de la dynamique Bodro, Fulbert Tissot, et puis l'ancien député Sambrini Targone. Sambiri Targone. Comme le veut la tradition. À partir de cet instant, je crois que nous allons permettre aux auditeurs de participer aussi à l'émission. J'ai déjà une série de questions qui ont été envoyées par les auditeurs qui nous regardent, notamment du côté de l'Europe et des États-Unis, sur notre page Facebook, même le direct avec les auditeurs de Lomé. Allô, bonjour. Oui, comment vous appelez? Vous parlez un peu plus fort. C'est Pierre. Pierre. J'appelle de Vaughan. Pierre de Vaughan, comment vont les populations de Vaughan? Ça va? Oui, allez-y. Bon, moi, j'ai l'impression que les Togolais oublient très vite l'histoire. Je me rappelle qu'en 1994, Maître Agbouébor et Dem Kodjo avaient signé un accord devant le père Douli pour dire que, après les élections, celui qui aura plus de sièges sera le premier ministre. C'était devant l'église catholique. Monseigneur José était là, Monseigneur Kodjo était là, le père Bariga était là, tous ils étaient là. Mais ils ont renié cet accord après. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, Monseigneur Kodjo veut se racheter? Merci. Bien, merci. Oh, moi, je pense que ce qu'il dit là, que les deux partis qui avaient gagné les élections législatives en 1994, qui a été d'ailleurs manipulé par le RPT Unir, enfin, les élections ont été manipulées, les personnalités politiques, les deux leaders ont été même manipulés. Il y a eu un accord, nous en avons entendu parler. On n'a jamais vu, noir sur blanc, un papier signé de ces deux grands leaders avec les hommes de Dieu dont il a parlé. Donc ça a été des rumeurs. Donc maintenant dire que Monseigneur Kodjo était là, Monseigneur Bariga était là, je crois que ça remonte quand même à plusieurs années. Est-ce que Monseigneur Bariga était officier déjà ici en tant que prêtre? Je n'en sais rien, mais je pense que ce qu'il dit là, l'événement
qu'il évoque là ne fondent pas du tout l'action actuelle de Monseigneur Philippe Fanouko-Podro. Monseigneur Philippe Fanouko-Podro, ce qui le motive, le mobile pour lequel il s'est engagé, c'est lui-même qui l'a dit. Je suis devenu vieux, je veux voir mon pays changer, connaître une alternance avant de partir. Il faut en rester là. Oui, pourquoi veut-on lui trouver d'autres intentions? Il faut en rester là. C'est ça qu'il a dit. Ce que l'auditeur évoque en disant il veut se racheter par rapport à ça. Pourquoi? Monseigneur Podro n'était même pas là. Moi j'étais journaliste. Je note votre réponse après Pierre qui nous appelle de Vaughan. Nous allons insérer le deuxième auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, votre nom? Oui, bonjour, monsieur Chéreau. Oui, bonjour. Oui, c'est Félix Darafam. Oui, Félix, comment vous allez? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Oui, je salue l'honorable député Sakoun. Je salue monsieur Fidel Akisson. Mais je veux leur dire que la coalition n'est pas cohérente envers elle-même. La coalition a des non-dits. Et je veux retourner un peu en arrière, au moment des campagnes. C'est la coalition même qui nous a dit de voter à Domé pour qu'on ne puisse plus marcher, des Kodienzi à la plage. Alors pourquoi ils nous appellent encore à venir marcher? C'est là l'interrogation et l'incohérence de la coalition. Au moment où monsieur Adome Kodjon lui-même a voté la loi sur les manifestations en 2018 ou en 2019 pour pouvoir bloquer les manifestations, ils feront quoi pour pouvoir manifester? Alors, notez votre question, cher ami Félix. Bonjour à nos amis de la mais je rappelle qu'à la femme, elle n'est pas très loin de Bagida. Oui, réponse. Oui, bon, je pense que l'auditeur pense que le meeting de sensibilisation, c'est le début de nos manifestations. Je crois que depuis le 22 février à nos jours, il y a un temps qui s'est passé. Je pense que nous leur avons dit ce qu'il prétend que c'est un mensonge à travers, quand je lis, je fais la lecture de ce qu'il dit. Il pense. Il leur faut des explications. Et nous pensons que nous invitons la population à Vepozo pour leur donner des explications et pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent ce que nous sommes en train de faire. Il y aura beaucoup de choses à développer. Et si jusqu'alors il ne comprend pas ce qui se passe, s'il venait... Est-ce que vous n'avez pas été quelque part rattrapé par une certaine réalité que vous avez à un moment donné semblé ignorer? Laquelle? Non, mais en fait, quand il fait référence à la théorie qui disait que nous, on vient voter pour nous et nous n'allons pas marcher pour réclamer la victoire, nous avons des carnets d'adresses, parce que ça, on l'a écouté. Est-ce que ce n'est pas à un moment donné ignorer une certaine réalité politique propre à notre pays? Après une élection, il est difficile, sans les manifestations, de se faire entendre. La personne qui a posé la question, moi j'ai compris la façon dont il a formulé sa question, que nous avons dit que si jamais il votait pour nous, enfin la population votait pour nous, nous allons mettre fin au fait que les gens marchent de Kodienzi jusqu'à la plage. Je vois à travers sa question la couleur de son t-shirt. Je vois la couleur de son t-shirt. Oui, mais en fait, la DMK est un mouvement citoyen. Est-ce que c'est une couleur? On dépasse les querelles. Nous, on n'est pas dans les querelles de chapelle qu'il fait là. Il faut dépasser ça. La DMK est un mouvement citoyen. De libération, on veut que tout le monde vienne pour qu'on libère. Rappeler des promesses. Est-ce que la DMK est la seule structure qui a fait des promesses? Il veut que je rappelle des choses ici. Toutes les promesses qui ont été faites par les acteurs politiques. Même en France, aux États-Unis, Barack Obama a dit, quand je viens, je vais fermer Guantanamo. Il n'a jamais fermé pendant les 2
mandat qu'il a fait. Est-ce qu'on peut comprendre finalement que c'était juste des discours politiques? Non, non, c'est pas des discours de campagne. C'est discours de campagne. C'est des convictions que nous avons et sur lesquelles nous avons travaillé. Il se fait que tout ne s'est pas réalisé, mais la lutte continue. Donc on peut dire que c'est des positions qui étaient susceptibles de connaître une évolution. C'est des promesses. Bien, merci. Deuxième auditeur, troisième auditeur plutôt. Allô. Bonjour. Bonjour. Ami. Oui, comment vous allez? Oh Dieu merci, ça va. Comme ici à Zanguera. Justement. Ok, allez-y. J'aimerais poser une question à vous-même, une question à la dynamique. Après la proclamation par la Cour constitutionnelle, on cherche avec des longues vues ceux qui sont supposés gagner légalement, que ce soit dans les médias que dans les radios. Et quelles difficultés vous avez en tant que, comment dirais-je, journaliste à pouvoir les inviter pour qu'on puisse leur poser des questions. Qui par exemple? Bawara est là, l'autre de Primo est là, Yark est là, Moupessi, celui du ministère du Commerce. J'ai compris. Ok. J'aimerais aussi poser une question à Guillaume même, mais comme il n'est pas là, je ne peux pas poser cette question, puisque avant qu'il ne change le OBU à MPDD, il était venu ici, il a présenté son programme, et on lui disait qu'il n'y a rien d'utopie, mais le vœu des Togolais, c'est le fauteuil présidentiel. Et si peu, il avait garanti, donc comme il n'est pas là, je ne peux pas poser la question, mais j'aimerais poser une question aux invités. Il disait que les reconnaissances faites par l'Allemagne, les États-Unis et la France étaient des faux. Qu'est-ce qu'ils en savent de cette allégation-là? Merci. Bien, merci. Comme pour les deux questions, d'abord, vous vouliez savoir pourquoi est-ce que nous n'invitons pas un certain nombre, un certain ministre à participer aux émissions. Vous avez cité Trimois, vous avez cité Bara et tout. Et les studios de Pyramide FM, en réalité, sont ouverts à tous les courants de pensée. Gilbert Bara ou les autres ministres seraient les bienvenus ici. Nous faisons ce qui est de notre pouvoir pour faire venir ou faire participer toutes ces personnalités-là à nos émissions. Mais vous savez que ce n'est pas nous qui décidons à leur place. Hein, et j'espère que votre envie de les voir participer à cette émission, cette envie-là, va leur parvenir à travers un certain nombre d'auditeurs qui nous écoutent ce dimanche. Nous ferons encore de nouveau les démarches pour qu'ils viennent parler au micro de Pyramide FM. Je ne sais pas, Philbert, il a été journaliste. Vous avez écouté l'auditeur. Il ne connaît pas les difficultés que les médias ont à inviter déjà les acteurs de l'opposition. C'est une gageure. Maintenant, inviter les acteurs du pouvoir, c'est presque impossible. Non, mais je ne dirais pas impossible, c'est juste difficile parce que ceux qu'il a cités, par exemple, ils sont déjà passés ici, ils sont passés aussi sur d'autres antennes. Mais comme on le dit, la démocratie du Togo, c'est une démocratie qui se construit et que tout le monde n'est pas disposé très facilement à venir dans les médias. Nous espérons que cette démocratie va connaître de l'évolution et que les uns les autres sentiront le besoin de communiquer et surtout de rendre compte aux populations. La deuxième partie de la question de l'auditeur. Oui, il parlait de fausse reconnaissance, à la victoire de forts... De certains États. Oui, de certains États. Ouais. Alors, moi je pense que pour le cas du Togo, c'est un constat, peut-être après quelques investigations qui ont permis de trouver que les reconnaissances diplomatiques que la TVT a publiées ici s'avéraient fausses. Alors, on ne va pas vraiment
discuter là-dessus. Je pense que si cela s'avérait faux aussi, que cela n'était pas vrai, je pense que jusqu'alors le gouvernement n'a pas tenté de justifier cela. Mais est-ce que vous pensez que c'est important? Parce que c'est vrai que ça a alimenté les débats sur certains réseaux. Mais est-ce que vous pensez que c'est important? Oui, oui, pour nous c'est important parce que vous savez ce qui nous a alertés. Nous avons rencontré au lendemain des élections abondamment le G5, le groupe des ambassadeurs. Et il nous a été dit par eux que leurs États n'enverraient pas de félicitations. Là, je suis en train de dire une indiscrétion. Je vous peut-être dis un secret parce que c'est le cas de le dire, puisque l'auditeur veut comprendre. Et puis du coup, on voit des félicitations. Et nous, on a dit, ça n'est pas possible. On creuse, on estime que c'est des choses qui ont été fabriquées par des réseaux. Et le journaliste qui a donné l'information sur RFI, Pierre Fission, nous le lui avons dit. Il ne nous a pas assignés en justice. Il ne nous a pas démenti. La France, l'Élysée est là. Non, mais en fait, Bruxelles. Oui, mais Philbert Tissot. Oui. Oui, mais la France dont vous parlez, cette France a récemment changé son ambassadeur ici, sans faire cas de ce que vous êtes en train de contester. Oui, mais c'est à eux de démentir. C'est nous qui avons. Mais est-ce qu'ils ont un intérêt à démentir? Oui, parce que nous les mettons en cause en disant que Macron n'a pas signé la lettre de félicitations, que sa signature a été imitée, que c'est du faux. Idem pour les autres États. Mais on n'a presque pas entendu de réplique de leur part. Le journaliste Pierre Fission n'a rien dit. Le gouvernement ici ne nous a pas confondus. Ben, pour nous, c'est des fausses lettres. Bien, préparées merci. par des réseaux. Bien, merci. Nous venons de passer une heure ensemble. Nous avons par exemple le constat de Kwaku Agosavi Aïda. Il dit les marches, les meetings, est-ce que c'est pas du déjà vu au Togo? En fait, je crois que c'est Jevagos en réalité. C'est Jevagos, c'est son nom à l'état civil qui est Kwaku Agosavi Aïda. Oui, mais le fait que lui-même il pose des questions, est-ce que c'est pas du déjà vu? C'est pas la première fois qu'il pose des questions. C'est pas la première fois que d'autres posent des questions, mais les questions, on les pose toujours. Les meetings, les marches, et puis toutes les autres manifestations entrent dans le cadre des activités des partis politiques et des associations. Nous continuerons à faire des marches, à faire des meetings. Et même quand nous ne serions pas là, ceux qui viendront après nous feront des meetings et des manifestations. Pourquoi dire que c'est du déjà vu? Alors que cela relève des activités normales des structures politiques et associatives. La question n'est pas la bienvenue. Bien, j'ai un certain nombre de commentaires. Il y a par exemple ce commentaire de Sichope Koko Soposon. En fait, c'est un nom qui est difficile à prononcer. Il dit, dommage que vous n'avez pas invité le Premier ministre à temps pour nous faire le bilan de la gestion de la primature. C'est un commentaire, oui, comme le précédent auditeur, c'est une bonne préoccupation. Nous aurions bien aimé avoir le Premier ministre. Je ne sais pas si durant les 5 ans passés à la primature, le Premier ministre soit déjà déplacé dans un média. Je ne sais pas, je n'ai pas souvenance. Est-ce que vous qui êtes acteur politique, est-ce que vous l'avez déjà écouté, intervenir sur un média, invité dans une émission? Non, jamais. Non. Dans 5 ans, non. Cela témoigne tout simplement des difficultés que nous avons. Sauf que moi, j'ai fait un débat avec lui une fois à Canal FM. Le Premier ministre? Il était vice-président. Non. Il était vice-président de l'Assemblée nationale. Ok. Bon, ça, c'est autre chose. Ouais. Il y a cette question de Akwite Kankoué, je ne sais pas si... oui, je vais vous poser la question, c'est à Philbert Tissot. Il dit que représente le parti de Philbert Tissot en ce 2020. Le parti de Philbert Tissot. Alors, moi, je ne sais pas quelle question il veut poser. Le parti Le Togo Autrement existe. Nous sommes un parti qui existe, qui a pignon sur rue, qui travaille, qui avait travaillé abondamment sur les dernières périodes. Et aujourd'hui, le parti est dans la dynamique Monseigneur Poudreau. Et le chef de ce parti
dirige la dynamique, Monseigneur Poduro, je le dis humblement. Donc c'est un honneur. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Et les autres partis dont il estime qu'ils sont... Mais quand vous dites aussi que le parti a pignon sur rue, est-ce que c'est pas exagéré aussi? Que le parti, votre parti a pignon sur rue? Mais bien sûr, nous existons. Oui, je suis d'accord. Oui, mais là, nous sommes dans la dynamique, Monseigneur Poduro. Et comme nous l'avons dit, la vision de la dynamique, Monseigneur Poduro, c'est de dépasser les cadres partisans pour emballer toute la population contestatrice dans un mouvement citoyen. Tous ceux qui contestent vont dans un mouvement citoyen. Nous voulons dépasser les cadres partisans. Mais nos partis existent, qu'ils se détrompent. Si demain la dynamique, Monseigneur Poduro n'est plus là, eh bien, chacun reprend son parti. Nos partis existent bel et bien. Bien, merci. Encore un auditeur au bout de fil. Allô, bonjour. Oui, allô? Allô? L'auditeur est là. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. Oui, vous êtes en direct. Quel est votre nom? Taufik. Oui, Taufik. Vous nous appelez d'où, Taufik? S'il vous plaît? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle d'Ablogame. Ah, Ablogame. Pas très loin aussi de Baguida. Non, il peut venir à pied. Oui. Vous pouvez venir à pied à Baguida. Oui, Taufik, allez-y. Bon, quelle est la relation entre la dynamique aujourd'hui, entre les autres leaders de l'opposition qui ont participé à l'élection et le poids lourd de l'opposition, nommément l'ANC, etc. Quelle est la relation entre cette dynamique? Et de M. Fubert, à chaque élection, nous assistons à des contestations qui n'aboutissent pas. Est-ce que cette fois-ci, nous pouvons compter sur la dynamique? Merci. Bien, merci. Oui. Il dit, est-ce que cette fois-ci, nous pouvons, en tant que population, compter sur la dynamique? Je pense que c'est une question très intéressante. Moi, je voudrais simplement le renvoyer à la lecture de la résistance que fait la dynamique. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire la résistance à laquelle nous assistons aujourd'hui, après qu'on ait volé une élection, on ne l'a jamais vue dans le pays. Au point où beaucoup de gens disent que les difficultés que rencontre aujourd'hui le pouvoir, et ces difficultés viennent de ce que, eh bien, il y a une résistance qui les met en, qui fait que ils n'arrivent pas à retrouver le fonctionnement normal. Parce que c'est la première fois quand même qu'après une élection, on n'a pas connu la démission du Premier ministre, la formation d'un nouveau gouvernement et le fonctionnement normal de l'État. L'État n'a pas retrouvé un fonctionnement normal jusqu'à présent. Et on ne nous dit pas ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas dû tout simplement à la crise sanitaire que vit le monde? Crise sanitaire? Mais finalement, le Premier ministre, il a démissionné. Oui, il a finalement démissionné. Mais ça dit que finalement, on va retrouver il le a battu fonctionnement normal. le record de longévité de tous les premiers ministres depuis Kofigo, depuis qu'on a inauguré un exécutif bicéphale. Il a même Edem Kodjo, de regretter mémoire, qui a passé de... Est-ce que cette nomination ne va pas définitivement clore la période électorale au Togo? Parce qu'à un moment donné, les gens dans les analyses font toujours référence au fait que ce gouvernement continue, et bien que des élections aient été organisées ici. Est-ce qu'avec la démission de Selom Klassou, peut-être avec la nomination d'un nouveau Premier ministre, est-ce que cette parenthèse ne sera pas définitivement clôturée? Déjà, on attend que le prochain Premier ministre soit nommé. On attend. Est-ce qu'ils l'ont déjà sous la main? Si on était dans un pays qui roule, qui fonctionnait, au lendemain de la démission, on aurait déjà connu un nom. Ceux-ci s'en fichent, ils peuvent attendre 2 ou 3 mois avant de nommer un Premier ministre. Oui, la question c'est que, est-ce que définitivement... Non, ça ne va pas clore la contestation dans laquelle la DMK se retrouve
après le scrutin présidentiel. Le prochain Premier ministre, est-ce qu'il peut être issu de vos rangs? Non, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible si l'État ne met pas en place les conditions pour que nous entrions dans une transition avec une feuille de route claire. Si l'État veut faire du saupoudrage, parce qu'on annonce une conférence nationale. Mais vous y croyez, vous y croyez écoutez, nous avons les rumeurs. Personne ne nous a contacté. Est-ce que c'est pas juste, est-ce que c'est pas que des rumeurs? Oui, ça peut être des rumeurs. Ça peut être aussi qu'on a envie de discuter avec la classe politique. Et que le terme dialogue, discussion n'étant plus d'actualité, des termes un peu galvaudés, eh bien, on a baptisé ça par un autre nom. Bon, maintenant, si c'est ça, nous ne nous sentons pas concernés, nous. C'est vrai qu'on a lu des choses, notamment sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qui forcerait les maires au pouvoir en place à dialoguer à nouveau? C'est ça, sans pression populaire. Tatargone. Non, bon, vous-même vous voyez, c'est vrai qu'on prend le prétexte de Covid-19 pour expliquer l'état d'urgence qui se prolonge à chaque moment. Mais on connaît vraiment ce gouvernement, on connaît l'attitude de ces gens qui ont l'habitude de faire des choses sans mesure. Ils auraient déjà dû mettre en place un gouvernement depuis dès le lendemain, juste après un mois des élections du 22 février, et commencer par aller. Mais il faut compter que c'est qu'ils ont certainement des obstacles. Et nous, on ne va pas se mettre à dire ce qu'il y a, mais nous savons qu'ils ont des difficultés forcément pour mettre en place cela, pour mettre en place un gouvernement. Et nous avons appris, il y a eu des consultations avec d'autres, en tout cas pas la dynamique quand même, mais avec d'autres partis. C'est vrai que ils ont approché premièrement Agbeyome, donc, mais avec l'intention de le manipuler, mais il a dû rejeter, comme il a bien dénoncé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas continué avec les autres partis. Et c'est de cela que nous parlons. Alors, moi, je voulais aussi répondre à la question de l'auditeur qui a demandé la relation entre la dynamique et les autres partis de l'opposition. Et nous pensons que, tel que le président Philbert venait de le dire, le programme de la dynamique était fondé sur une transition après les élections. Et cette transition avait pour objectif de rassembler tous les autres de l'opposition pour vraiment revoir la situation politique du pays et mettre les bases d'une démocratie saine. Alors, aujourd'hui, la dynamique continue d'appeler les autres parce que la dynamique constitue en quelque sorte un mouvement citoyen. Et dans ce mouvement citoyen, tous les partis sont invités. Et nous attendons que dans les jours à venir, que avec les autres, qu'on puisse faire beaucoup de choses ensemble. Bien, merci. Allô, bonjour. Bonjour, Pierrot. Oui, comment vous allez? Comment ça va très bien? C'est Nicolas de Tikopé. À Déticopé. De Tikopé, Nicolas. Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Ok. Super. Je voudrais savoir, quand est-ce que la dynamique politique va cesser de nous tromper dans la chose? On a posé la question tout à l'heure de savoir. Et comment se fait-il dire que la chancellerie, les gens, ils ont trompé, que les lettres signées n'étaient pas de l'état des choses? De la réponse, ils n'ont qu'à savoir qu'on ne va pas les assigner à la justice ils ne sont pas juridiques, ils ne sont pas cohérents eux-mêmes. Bon, l'État togolais ne va même pas les assigner aussi à la justice. Pourquoi? C'est parce que tout ce qu'ils disent là, ils n'ont même pas de fondement. C'est pas fondé. Hein? Il ne faudrait pas qu'ils trompent le peuple comme ça, ou bien c'est leurs militants seulement ils veulent tromper. Voilà, c'est ce que j'ai voulu contribuer. Si on ne les a pas affiliés à la justice, ce n'est pas parce qu'on dit que ce qu'ils ont dit c'est vrai, mais c'est qu'on ne les considère pas. Bien, merci Nicolas de nous avoir appelé depuis à Déticopé.
il pense que ce que vous aviez avancé n'avait pas de fondement. Oui, il a fait un coup de gueule, il est en colère, il n'est pas avec la dynamique, je le comprends. Mais quand il dit nous trompons le peuple, que nous ne sommes pas cohérents, nous sortons du suffrage universel. C'est lui qui parle en son nom. Mais nous nous sommes revêtus quand même d'une certaine légitimité parce qu'il y a eu le suffrage universel le 22 février 2020. Il ne peut pas nous dénier cela. C'est lui qui parle en son nom. Nous parlons en vertu de quelque chose. Vous voyez la nuance? Alors, moi, je respecte son coup de gueule. Nous ne trompons personne. Nous sommes dans la vérité. Après, Nicolas, nous allons insérer un autre auditeur. Allô? Bonjour. Allô? Oui. Bonjour, M. Pierre. Oui. C'est M. Papou. Oui, comment vous allez? Je vais très bien. Et la population d'Agoué? Elles vont bien. Ok, allez-y. Je salue les invités. Je peux, M. Pierrot, je vais me permettre de dire à M. Hubert, lorsque nous posons des questions, il ne faut pas qu'il nous traite de partisans de tel parti, de tel parti. Là, traiter un auditeur qui connaît la couleur de son t-shirt. Moi-même, je l'avais posé une question, il m'avait traité que lui connaît mon bord politique. Nous intervenons en tant que citoyens. Nous parlons de ce qui se passe dans notre pays. Bon, ce que moi je voudrais dire, seuls les esprits faibles vont croire à ce qu'on dit, la dynamique. M. Tuvert a dit que la carte politique est redessinée. C'était le but que la dynamique visait. Le dernier jour de campagne, on a organisé une émission sur Radio Histoire. J'avais intervenu pour dire à Mme Brigitte Adjamako que moi je suis catholique. L'hierarchie catholique, c'est le pape. Le haut sommet, c'est le pape. Lorsque le pape décède, on ne nous dit pas que Dieu a choisi telle personne. Les cardinaux ne se réunissent pas et un leur dit que c'est celui que Dieu a choisi et que vous devez voter pour nous. Les cardinaux votent pour ce qui leur plaît, celui qui vaut pour eux. Dans le cas d'un pays, lorsqu'on vient nous dire que pour les élections, Dieu a choisi quelqu'un, j'ai déjà dit à Mme Diamango, le dernier jour des campagnes, ce qu'ils font là, c'est qu'on veut détourner la popularité derrière quelqu'un de l'opposition que eux-mêmes ils contestent. Et c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. M. Hubert est d'accord avec moi qu'il dit aujourd'hui que les cartes sont redistribuées. Ceux qui étaient en avant aujourd'hui sont derrière eux. On a un nouveau challenger, un nouveau équipe dans l'opposition. Est-ce que c'était le but du leader? Maintenant, M. Hubert nous avait dit dans les campagnes que les Togolais ne veulent plus voter à quelqu'un qui va venir leur dire qu'on lui a volé. Aujourd'hui, la dynamique, on va nous dire que les Togolais, M. Agbome là, on lui a volé ou bien on n'a pas volé. Ils n'ont qu'à être clairs sur cette question pour me répondre. Est-ce qu'on a volé M. Agbome ou pas? Bien, merci d'avoir posé vos préoccupations. Fulbert? Oui, ça fait longtemps que cet auditeur me pose des questions et que je lui réponds. Il connaît ma position. C'est la raison pour laquelle, dans son intervention, il m'a appelé à plus de 3 ou 4 fois. Alors, je dis simplement que Monseigneur Poudreau, quand il a dit qu'il veut aider l'opposition à parvenir à son objectif, il a eu sa méthode. Il a eu sa méthode et certains n'ont pas été d'accord avec la méthode et la vision qu'il a utilisée. C'est nous qui avons été solidaires de cette vision. Mais après que Monseigneur Poudreau a utilisé sa méthode, on dit qu'il a dit que Dieu lui a révélé le nom d'une personne. Il appartenait au peuple de dire non, de sanctionner cette personne-là, de dire c'est pas ce que nous voulons. Mais pourquoi le peuple est allé dans ce sens-là? Le peuple n'était pas obligé d'aller dans ce sens-là. Ce qui s'est passé est beaucoup plus important que ce qu'on fait au Vatican quand le pape meurt. Les cardinaux se rassemblent et puis ils sortent, ils disent Ademus Papam, le pape est trouvé. C'est eux qui se sont rassemblés. Mais ici, Monseigneur Poudreau a désigné en disant Dieu m'a révélé. Et puis la personne a été soumise à une compétition avec beaucoup d'autres au suffrage universel. Et ça a été confirmé par le peuple. Donc moi,
je raisonne à partir de la confirmation populaire. Je ne vois pas ce qui est resté derrière. Certains disent, la fin justifie les moyens. Maintenant, il dit, nous avons dit qu'on ne pourra pas nous voler. Bon, c'est vrai que d'autres l'ont dit aussi avant nous. Ce n'est pas une raison. Mais il a oublié qu'à l'appui de notre raisonnement, nous avons dit que notre dynamique est portée par la foi, par une vision prophétique. Et par rapport à ça, on ne peut pas encadrer ou circonscrire la vision prophétique dans une temporalité. Pour nous, la capacité à récupérer la victoire ou la capacité à monter au pouvoir s'inscrit toujours dans une temporalité qu'on ne définit pas, qui n'est pas forcément, je ne sais pas, ce qu'il dit que le 22 février, nous devons prendre le pouvoir. Nous avons dit, eh bien, nous, on ne pourra pas nous voler, nous allons prendre le pouvoir qu'il attend de voir. Ce que les Togolais essaient de partager, certains Togolais essaient de partager avec vous, c'est que finalement, la dynamique n'est pas si différente que ça. En réalité, je crois que c'est le sens d'un certain nombre de sentiments qui sont exprimés. Oui, ce qu'ils sont en train d'exprimer, c'est de dire que la dynamique a été constituée, elle a donné de l'espoir, mais au final, les résultats qu'ils ont attendus n'étaient pas là, parce qu'ils voulaient un résultat dans l'immédiat. On est d'accord. Mais nous, nous disons que pour nous, nous continuons de travailler, surtout avec la vision prophétique qui porte notre dynamique, et que les gens n'ont pas à se décourager, que non. Ça va changer. Quand on parlait de vision prophétique, je profite pour demander si vous avez les nouvelles du prophète Isaïe. Oui, bien sûr. Mais comment va-t-il? Il est toujours au SCRIC? Il est toujours au SCRIC parce que d'abord il a été présenté après avoir été interrogé au SCRIC, il a été présenté au deuxième substitut qui a décerné un mandat de dépôt, mais qui a dit qu'il faut le garder toujours au SCRIC, au lieu de l'amener en prison. Normalement, quand on décerne le mandat de dépôt, on va en prison. Donc il est au SCRIC, et après on l'a présenté au juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction, le même qui nous a reçus, qui a confirmé le mandat de dépôt en attendant. Et il lui a demandé de retourner au SCRIC pour être gardé, et que la semaine prochaine, il va le recevoir pour qu'il continue l'interrogatoire et voir ce qu'il va décider réellement. Voilà un peu la situation du prophète Isaïe. Il est toujours gardé au SCRIC au moment où l'on parle. Aux dernières nouvelles, qu'est-ce qu'on lui reproche? Ce qu'il a dit. Le prophète Isaïe a organisé une conférence de presse le 30 août 2020, au cours de laquelle il a dit que c'est Agueyome Kodjo qui est le vrai vainqueur du scrutin présidentiel du 22 février 2020, et qu'avant la fin de l'année 2020, il arrivera au pouvoir. Agueyome Kodjo arrivera au pouvoir. Que personne ne pourra empêcher qu'il arrive au pouvoir avant la fin de l'année 2020. Voilà ce qu'il a dit, et c'est ça qu'on lui reproche. Alors que dans notre pays, l'État reconnaît à travers l'article 25 de la Constitution la liberté de religion, la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Est-ce que le citoyen qui officie comme pasteur n'a pas le droit de dire ce que Dieu lui a révélé? Même si on ne croit pas que Dieu lui a révélé quelque chose, est-ce qu'il n'a pas le droit de le dire? Dans le respect des lois de la République. Le fait d'avoir, de s'être exprimé sur une élection présidentielle en disant « Voilà ce que je pense de cette élection, voilà ce que je pense de l'issue de cette élection, et voilà ce qui va se passer, c'est ce que Dieu m'a révélé. » Est-ce que c'est une infraction? En tout cas, je n'ai pas vu le dossier du SCRIC, mais quand moi j'analyse la tête froide ce que le prophète Isaïe a dit ou ce qu'il a fait, et qu'on le garde en détention, pour moi, c'est de l'arbitraire. Parce que, à mon avis, il n'a commis aucune infraction pénale. Bien, merci. Nous, on va continuer cette émission avec cette triste nouvelle, la mort d'un homme, ce samedi, dans le Doufelgou, à Kouka. C'est Kouka? Oui, Koka. C'est Koka. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, d'après ce que nous avons été informés, c'est que à Doufergo, dans le canton de Koka, hier samedi, il y a eu une mésentente entre le chef canton et certains organisateurs d'une fête traditionnelle des adultes qu'ils appellent communément Kondona. Au Santa? Kondona. Ah, ok. Bon, C'est d'accord. la fête des adultes. Ceux qui sont Ok. venus. Alors, le chef canton a fait appel aux forces de l'ordre, aux forces de Covid-19. Donc, peut-être qu'on ne peut pas clarifier les tenants de cette, c'est-à-dire ce qui a fait l'objet vraiment de cette mésentente. Donc, dès que les forces de l'ordre sont arrivées, donc ils ont voulu disperser les gens. Ils ont tiré des gaz lacrymogènes les gaz lacrymogènes pour disperser des gens. Ils ont poursuivi des gens. Et lorsque les gaz lacrymogènes finissaient, ils ont commencé par utiliser les balles réelles et tirer sur les populations. Alors, c'est à l'issue de cela, les gaz lacrymogènes même sont tombés sur les maisons des gens, ça a pris feu, ça a brûlé, ça fait des dégâts énormes. Et vraiment, il y a eu assez de blessés. Et vraiment, c'est la situation déplorable. Est-ce qu'il n'y a pas une question, est-ce qu'il n'y a pas un souci lié au manque d'informations sur certains coins de notre pays? Parce qu'on sait que les autorités ont suspendu la célébration des fêtes traditionnelles. Ça fait quand même plusieurs mois, il n'y a pas eu les évalas. Et puis ce soit cette année, c'était bouclé. Les autres fêtes, que ce soit à Vaughan, à Tablibo, même à Ngotien, quelque part il y a un souci de communication. Oui, souvent ces fêtes-là, bon, quand on dit Kondona, normalement c'est des fêtes très généralisées dans la région. Mais une fois que c'était limité dans un canton, ça veut dire qu'ils ont un souci. C'est vrai qu'il y a une interdiction, mais il y avait un souci de l'organiser de la manière discrète. Bon, c'est ce que je constate. Et avec la prise en compte des mesures barrières par rapport au Covid-19. Mais